Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Alors, un petit entretien impromptu, un entretien estival. En lisant Valeurs Actuelles, on apprend que vous quittiez la vie politique. Vous vous retirez de la vie politique, Bruno Gollnisch? Non, je ne me retire pas de la vie politique. Je crois que c'est un journaliste qui était certainement pas mal intentionné, a peut-être mal interprété mon propos. Je lui ai dit que je pensais continuer le combat politique, mais pas nécessairement au sein du Parlement européen. Je dois dire qu'après 6 mandats, j'ai épuisé les joies que pouvait procurer cette activité. Je pense que l'institution est irréformable dans l'état actuel des choses, mais je suis tout à fait disponible pour continuer le combat par d'autres moyens. Si on vient me chercher pour être ministre, si on vient me chercher pour être ambassadeur, si on vient me chercher pour occuper une fonction quelconque, et même si on ne vient pas me chercher, je veux dire, je serai là et je continue le combat national. Mais sous quelle forme exactement alors? On peut le continuer sous de multiples formes, je viens de vous en citer quelques-unes, mais il y en a d'autres. On peut le continuer par la plume, par l'enseignement et par la formation de jeunes cadres de notre cause. On peut le continuer aussi par l'insurrection armée, par exemple. Hein, c'est aussi une forme d'activité politique dont je crains d'ailleurs qu'elle ne devienne de plus en plus d'actualité. Vous ne pouvez pas excuser la violence, Bruno Gollnisch. Non, c'est vrai que mes convictions personnelles, philosophiques et religieuses s'opposent à la violence. Mais je parle quand même avec plus de gravité que ne le laisserait penser cette boutade. Parce que si vous prenez par exemple la dernière loi de moralisation de la vie politique, que j'appellerais pour ma part une loi de démoralisation de la vie politique, qui a été fort bien démontée d'ailleurs par une dame qui est professeure de droit public par ailleurs, cette loi, par exemple, exclut de la vie politique des gens qui auraient fait l'objet de condamnations pénales. C'est pire que sous le Second Empire, où les opposants au Second Empire se faisaient élire du fin fond de leur prison. Alors je peux à l'arrière comprendre ce prurit de vertu quand il s'agit, par exemple, de condamnations pour des faits, comme l'on dit, contraires à l'honneur et à la probité, des condamnations infamantes. Mais quand il s'agit de délits d'opinion, sachant que ces délits d'opinion se sont multipliés dans notre législation, je crois qu'il est extrêmement grave de décider, de décréter de mort civile, de déchéance des droits civiques des Français, des patriotes, qui auraient tenu un discours que n'admettrait pas la bien-pensance générale. Alors, la violence, elle est très présente dans notre société. On a encore vu un attentat ce matin commis contre des soldats de la force Sentinelle de protection à Levallois. Oui, mais permettez-moi quand même, avant d'aborder ce sujet, de revenir encore sur cette législation. Parce que je trouve extravagant, par exemple, que des personnalités politiques, qui, comme Jean-Marie Le Pen, sont traduits devant les tribunaux correctionnels parce qu'un jour ils ont dit que la présence non désirable, illégale, de Rome à Nice sur la promenade des Anglais était à la fois urticante et odorante. Mon Dieu, ce qui n'est pas quand même un appel à la haine ni à la violence, mais une simple constatation. Il est traduit en correctionnel pour cela. Lors d'une interview, on lui dit « Mais parmi les gens prêts à s'exiler si le Front National arrive au pouvoir, vous n'avez pas cité, vous avez oublié de parler de Patrick Bruel. » Il dit « Oh ben j'en parlerai, ce sera pour la prochaine fournée. » Il est traduit en correctionnel pour cela. S'il est condamné par les faits d'une magistrature partiale, comme malheureusement il s'en rencontre, eh bien il ne pourrait plus porter la voix des exclus, des sans-grades, des victimes de la mondialisation. Moi, si j'étais un jeune Français qui se retrouve chaque jour un peu plus étranger dans son propre pays, qui ne trouve pas de travail parce qu'un certain libéralisme sauvage a provoqué la fuite des entreprises, et si j'étais un électeur en conséquence du Front National et que je constate que mes porte-paroles sont condamnés à une véritable mort civile dans leur propre pays, je serais tenté par la violence. Je ne dis pas ça pour excuser le terrorisme, mais je dis que dans beaucoup de pays, on a pris des fusils pour moins que cela. À bon entendeur, salut. Bien, mais tout de même, cette question du terrorisme est maintenant prégnante en France. Pour Levallois, quand même,
Quelles sont les solutions que vous préconisez dans... Levallois, c'est ce matin. C'est un misérable qui doit être évidemment traduit devant les tribunaux, jugé, condamné. Mais je crois, comme je l'ai dit à de multiples reprises, qu'il faut s'attaquer à résorber le terreau d'où viennent tous ces gens-là. Parce que prenez par exemple l'attentat qui précédait, un autre à coup de couteau a voulu s'en prendre, je crois, à la Tour Eiffel, à une patrouille de nos forces armées qui procède à cette opération Sentinelle, et qui protège la population. Le problème, c'est que ce sont les forces armées elles-mêmes qui ne sont pas protégées. Permettez-moi de vous interrompre, Bruno Gollnisch, mais les personnes en question ont été jugées responsables. Vous êtes avocat, vous savez que les responsabilités pénales, ça existe tout de même. Oui, les responsabilités pénales, ça existe, et c'est vrai que l'auteur de cette agression a été déclaré irresponsable et en conséquence interné quand même dans un asile psychiatrique. Et c'est vrai que le code pénal dit qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'intéressé était en état de démence au moment des faits. Simplement, comme ce n'est pas le premier, je me permets de constater quand même que ce sont des fous qui crient Allahu Akbar. C'est-à-dire que ce sont plutôt des fous qui viennent de la mosquée. Bon, tous ceux qui fréquentent les mosquées ne sont pas, fort heureusement, de cette trempe-là, heureusement. Mais quand même, ils en viennent tous, en ce qui concerne les auteurs d'attentats. Je n'en vois pas beaucoup, par exemple, puisqu'on dit que ce sont des intégristes, mais ce ne sont pas les intégristes de la très débonnaire paroisse traditionnaliste Saint-Nicolas du Chardonnay. N'est-ce pas? Parce qu'il y a intégristes et intégristes, même si un certain nombre d'observateurs malveillants essaient de faire l'amalgame. Les paroissiens de Saint-Nicolas du Chardonnay, ce sont des catholiques attachés à la tradition. Ils ont tort, ils ont raison, on peut en discuter, mais ils ne fournissent pas les gros bataillons de ces assaillants de nos forces de l'ordre ou des délinquants qui commettent des actes de terrorisme. Alors les cadres et les militants du parti de gauche, du mouvement de M. Mélenchon, ne fournissent pas non plus les gros bataillons des paroissiens Saint-Nicolas du Chardonnay, mais nous venons d'apprendre que Raquel Garrido, avocate de Jean-Luc Mélenchon, membre éminent donc du parti mélenchoniste, vient d'être recrutée sur la chaîne du très capitaliste M. Bolloré sur C8. Alors moi j'ai une petite question à vous poser. Au-delà du cas de Mme Garrido, après tout ça laisse peut-être une porte ouverte pour des gens de la droite nationale. Si Mme Garrido parvient à avoir un emploi sur C8, après tout, pourquoi pas pour un cadre du front demain? Vous en pensez quoi? Ça devrait, parce que ça devrait. J'ai été confronté à Mme Garrido qui était dans des émissions le lendemain d'élection, de soir d'élection, Mme Garrido étant le porte-parole à cette occasion-là du Front de gauche. Par conséquent, Mme Garrido est une militante. Alors c'est une militante qu'on veut habiller en journaliste. C'est pourquoi pas d'ailleurs, dans les journaux d'opinion. Elle a parfaitement le droit de s'exprimer dans le journal du Front de gauche, par exemple. Ce que je constate quand même, c'est que ces chaînes plutôt capitalistes, parce qu'enfin, C8, c'est M. Bolloré, je crois, emploient bien volontiers des publicistes, dirons-nous, de gauche ou d'extrême gauche. Je pense aussi comme cela à Mme Clémentine Autain qui se fait passer... Ça vous choque? qui se fait pas. Ce qui me choque, c'est que Mme Autain se fasse passer comme journaliste, comme si c'était une observatrice absolument impartiale, alors que tout le monde sait que c'est une militante d'extrême gauche. Voilà, c'est son droit d'être militante d'extrême gauche. Mais moi, je dis, il y a quelques personnalités intellectuelles dans la droite nationale qui ne dépareraient pas ces plateaux et qui pourrait y avoir un rôle extrêmement intéressant. Malheureusement, ceux-là ne sont jamais embauchés. Ce sont assez curieusement plutôt les gens de gauche ou d'extrême gauche qui acceptent passivement les prébendes que leur versent les capitalistes propriétaires des chaînes. Alors sans transition, Bruno Gollnisch... J'appelle donc à la contradiction. Oui. Moi, je ne demande pas du tout qu'on licencie Mme Autain, Mme Garrido. Je demande que dans ces médias, qui les emploient, ou mon ancien condisciple du lycée Janson de Sailly, par exemple, monsieur Duhamel, qui était présenté partout sur la chaîne 3 comme politologue. C'est un politologue de gauche. C'est un ami de Cohn-Bendit à Nanterre. Il a été élu
comme député socialiste au Parlement européen, Olivier Duhamel a toute sa place, je le dis très sincèrement. Mais moi, je suis autant politologue qu'Olivier Duhamel. Nous avons des diplômes dont les niveaux sont tout à fait comparables. Alors j'attends avec impatience, quand j'aurai renoncé au Parlement européen, d'être embauché par l'une de ces chaînes et de pouvoir y porter mon point de vue. Alors sans transition, Bruno Gollnisch, sur le plan international, on a constaté depuis son arrivée au pouvoir les premiers pas sur la scène internationale justement de Donald Trump. Comment réagissez-vous à justement la réaction, ou en tout cas l'attitude du gouvernement américain vis-à-vis de l'Iran ou de la Russie? Vous êtes déçu peut-être parce que M. Trump avait porté quand même un certain nombre de vos espoirs par rapport à Adam Clinton? Oui, mais il est trahi par les républicains du Sénat, dont je pense que peut-être sous l'influence d'autres groupes de pression ou d'autres États, ils adoptent une politique tout à fait détestable, parce qu'ils recommencent et même ils aggravent de plus belle les sanctions à l'égard de l'Iran et à l'égard de la Russie. Or, il faut être sérieux. Le contentieux qui oppose la Russie à l'Ukraine est très navrant et très attristant pour tout patriote, mais enfin, en récupérant la Crimée et en aidant sans doute les russophiles d'Ukraine, la Russie ne menace pas la paix mondiale. La Russie ne porte pas atteinte aux intérêts des États-Unis d'Amérique. La Russie n'entend pas reconquérir la moitié de l'Europe qui lui a été offerte à Yalta par M. Roosevelt, président américain. Par conséquent, il n'y a aucune raison ni d'étendre le domaine de l'OTAN, ni de sanctionner la Russie. Pas plus qu'il n'y a de raison de reprendre la politique de sanctions à l'égard de l'Iran, alors qu'on est parvenu à un accord sur le nucléaire iranien. Je pense que cette position des États-Unis est extrêmement dangereuse, et elle est surtout, sur le plan du droit international, contestable, dans la mesure où les États-Unis ont la prétention particulièrement scandaleuse, et contre laquelle on a, pour une fois, entendu une très timide protestation dont le bruit s'est éteint presque aussitôt, la prétention, disais-je, à l'universalité des sanctions qu'il décide. C'est ainsi, par exemple, que la banque française BNP Paribas a été rackettée par la justice américaine de la somme absolument faramineuse de 7 milliards d'euros, 9 milliards de dollars, et ceci dans l'indifférence totale. Vous en êtes plein devant le Parlement européen, mais moi. J'en m'en suis plein, j'ai même apostrophé à ce sujet François Hollande, qui s'est bien gardé évidemment de me répondre sur le fond, qui nous disait qu'en ce qui concernait le traité de libre-échange avec les États-Unis, il s'efforcerait d'obtenir des garanties. Et je lui ai dit: comment pouvez-vous prétendre obtenir des garanties alors que vous venez de laisser l'une des principales banques françaises être spoliée par les autorités américaines d'une somme aussi considérable? Eh bien, apparemment, ça ne l'a pas ému. Et par conséquent, moi, ça m'émeut comme patriote français. Et je dois dire qu'il est nécessaire d'organiser une réaction contre ce qui risque d'être un racket généralisé de nos organismes financiers, de nos industries. Parce que, par exemple, Airbus est en train de reconstituer ses relations avec l'Iran. Il y a des perspectives extrêmement importantes ou intéressantes, mais il semblerait que les sanctions aient été levées pour Boeing, mais pas levées pour Airbus. Là aussi, ça pose un problème dont devrait se saisir la Commission européenne si seulement elle faisait son travail. Et le gouvernement français, bien sûr. Alors, autre coup de gueule dont vous me confiez tout à l'heure, une affaire en tout cas qui vous a irrité, à savoir les sanctions qui ont été prises contre M. Zemmour. Ce n'est pas encore des sanctions, mais c'est un avertissement, une demande d'explication, un coup de semonce de la part du CSA. Le CSA devrait, pour reprendre une expression qu'avait utilisé M. Rachlin à l'égard d'une de ses opposantes au conseil municipal et qui lui a valu un petit pamphlet, le CSA devrait s'occuper de ses fesses. Voilà. Il est absolument scandaleux, je le dis très clairement, que le CSA s'érige en censeur des opinions politiques. M. Zemmour avait émis une opinion en disant que je crois que la magistrature avait supplanté le législatif en ce qui concerne le refus des discriminations, etc. Bon, le CSA a trouvé que le propos de M. Zemmour était inconvenant, comme le CSA est la dernière institution
à ne pas savoir que la société multiculturelle est une société multiconflictuelle. En tout cas, ça doit être le droit de le dire pour les très rares publicistes et journalistes qui peuvent encore le dire sur les chaînes de radio et de télévision, et dont je souhaite qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Alors je crois savoir, Bruno Gollnisch, que vous n'êtes pas uniquement un homme de coups de gueule, mais il vous arrive également d'avoir des coups de cœur. Oui, puisque nous sommes dans le domaine de l'audiovisuel, félicitations à la chaîne Histoire, qui fête ses 20 ans. Et qui, il y a à boire et à manger, bien sûr, dans les reportages, dans les documents qui nous sont présentés, mais il y a souvent des choses tout à fait excellentes dans le travail qui est celui de cette chaîne, qui est extrêmement intéressante, qui nous permet de décoller un petit peu du quotidien, qui nous permet d'acquérir ce que les photographes appellent la profondeur de champ, le relief par rapport à la situation actuelle. Félicitations à la chaîne Histoire, félicitations à son directeur général, M. Patrick Buisson, un intellectuel de droite et qui sera évidemment contesté à ce titre, mais dont on peut dire, quand on regarde précisément le travail, qu'il n'a en aucune façon censuré l'œuvre des gens qui ne partageaient pas ses convictions. Ce sera le mot de la fin, Bruno Gollnisch. Nous nous retrouvons à la rentrée. Bien sûr.